Hello, hello, je suis Célia, ancienne RH responsable recrutement et aujourd'hui experte en reconversion et je te souhaite la bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui t'invite à te lancer dans ton projet passion. Alors dans la vie, je fais plein de choses, mais surtout, j'aide les audacieux à se lancer dans leur nouveau projet professionnel, celui qui va réellement leur correspondre. Et justement, aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans l'univers et le quotidien d'un passionné au travers de notre conversation. Mais juste avant de commencer, je voulais te dire que si tu aimes le podcast, il y a une façon très simple de me le dire et de m'aider à me le faire connaître, c'est de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Je parle pas souvent ici d'autres podcasts que Ma Passion, Mon Job, et pourtant j'en écoute beaucoup. Par exemple, Fille Expat, le podcast, qui est le podcast de mon amie Kelly, et qui traite, comme son nom l'indique, d'expatriation. En fait, c'est le premier podcast qui encourage les femmes à sauter le pas de l'expatriation. Et à chaque épisode, Kelly donne la parole à une femme qui s'est expatriée dans un pays différent et qui nous parle de son expérience. Alors, en plus d'y trouver un témoignage et de voyager comme je me le plais à faire grâce à ce podcast, eh bien, tu trouveras toutes les infos pour partir l'esprit tranquille ou envisager peut-être dans ta vie, à un moment donné, une expatriation. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques temps, j'avais invité ma grand-mère, Andrea Leduc, à parler de mon grand-père et de sa passion pour le sport, puisque mon grand-père était entraîneur de football et c'était une personne très très passionnée par son job. Je trouve ça hyper cool de revenir sur les traces de nos grands-parents, en tout cas des personnes qui ont marqué l'histoire familiale et qui étaient à leur époque très très passionnées par ce qu'elles faisaient professionnellement. Donc aujourd'hui, je t'invite à découvrir le témoignage de Thomas. Donc Thomas Brochu, qui est le petit-fils de Jacques Godet et qui va donc nous parler de son grand-père qui a marqué l'histoire puisque c'était un grand sportif et journaliste français qui notamment a créé le journal L'Équipe et a dirigé durant des années le Tour de France. Je te laisse découvrir cette passion familiale qui a été transmise dans notre conversation. Bonjour Thomas. Bonjour Célia. Je suis ravie de t'accueillir sur Ma Passion, Mon Job. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est, de parler de, Jacques Godet qui était, ton grand-père. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Thomas Brochu-Godet. Je suis donc, comme tu l'as dit, le petit-fils de Jacques Godet, mais pas seulement. Je suis de formation d'école, de commerce et je suis tombé dans la pub dès mon dès mon école de commerce et je suis tombé amoureux du métier de publicitaire dans tous ses sens sauf créatif parce que la créativité, les créatifs sont des gens un peu à part. Donc voilà, donc j'ai fait de la pub toute ma vie, et surtout de la pub santé. C'est-à-dire que je travaillais pour des laboratoires qui communiquaient sur leurs médicaments et qui communiquaient soit, auprès des médecins, soit auprès des patients et donc D'accord, donc très j'ai spécialisé, un média très spécialisé du coup. ouais, Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part, sans vraiment parler de ton parcours pro, mais, comme, loisir, qu'est-ce que tu aimes en général dans la vie? j'aime le sport. Regarder des séries, j'aime, regarder des films, j'aime aller, voir des pièces de théâtre. J'ai été voir, récemment, la pièce, de la personne dont on parlera tout à l'heure, de Nelson Montfort sur les 100 ans de Georges Brassens. Heu, voilà, donc tu vois, c'est très variable, c'est très varié, j'aime beaucoup de choses et voilà, c'est très varié. OK. Du coup, pour parler du principal intéressé du podcast, en plus de toi, donc qui est donc, Jacques Godet, ton grand-père, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, qui il était pour les auditeurs, les auditrices qui ne le connaîtraient pas encore?
Alors, Jacques Godet était, la personne qui a fondé l'équipe, c'est-à-dire qu'il y avait un journal avant qui s'appelait «L'Auto» et pendant la guerre, l'auto a été interdit par, les Allemands, interdit de parution. Donc il a fallu relancer un journal de sport, en France et mon grand-père, qui était très actif sur l'auto avant la guerre, a décidé de se lancer dans cette mission, de créer ce nouveau journal, donc ce journal L'Équipe et il a été aussi le directeur du Tour de France pendant plus de 40 ans et je pense pas qu'il y aura, d'autres directeurs qui dureront si longtemps, Ah bah, oui, hélas. il a quand même accompli des choses incroyables. Avoir un grand-père qui, à la fois, a créé un journal comme L'Équipe et en plus, oui, comme tu dis, est resté il non seulement il a dirigé le Tour de France, mais en plus est resté tant d'années. Tu dois être très fier quand même de lui, de son parcours? Oui, bien sûr, oui. Cependant, j'en découvre tous les jours. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, tout à l'heure, je reçois maintenant, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, je suis assez connecté et je reçois des informations, de partout et j'ai reçu d'un monsieur de Limoges des photos complètement hallucinantes de mon grand-père, sur le Tour de France que j'avais, simplement jamais vu et c'est vrai que je suis très, très fier. Je peux pas dire le contraire, je voilà, j'aurais pas écrit un livre si je n'étais pas fier. Et puis c'est oui, on parlera du livre après, Ouais, ouais. justement que tu as écrit, mais c'est vrai que oui, c'est de se dire que finalement c'est une personne publique et qu'il y a plein de personnes aussi qui peuvent te contacter pour t'en apprendre encore plus sur lui. C'est un petit peu comme si tu menais un peu une enquête toi-même pour retrouver plein de choses sur ton grand-père, un peu comme de la généalogie aussi en même temps. Oui, 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 complètement. C'est un peu de la généalogie, mais mais c'est aussi de comprendre parce que, j'ai je n'ai pas pu le faire de son vivant, c'est aussi de comprendre l'homme, qu'il a été parce que j'ai découvert que, par exemple, Jacques Godet a créé un des événements hem, les plus regardés et suivis au monde. C'est, ce qu'on appelle aujourd'hui la Champions League qui est, C'est lui qui a créé ça en c'est lui plus? qui l'a créé et ça s'appelait à l'époque la Coupe des clubs champions européens. Et donc il a remis, au Real Ma la coupe en elle-même, la coupe aux grandes oreilles, il a remis lui-même au Real Madrid à l'époque dans les années 50. Il a créé Paris-Dakar, il a créé la route du Rhum, il a créé, je peux en citer comme ça C'est des choses. incroyable et puis ce qui est drôle, c'est que tu en apprends aussi un petit peu après sur en disant: «Ah oui, mais c'est vrai qu'il a créé ça, ça, ça» et je trouve ça génial, en fait, finalement. C'est pas une chose, c'est un amour du sport, une passion pour le sport, finalement. Parce que si on prend le fil rouge par rapport à ton grand-père, que ce soit le Tour de France, que ce soit l'équipe, c'était un très grand passionné. Est-ce que tu sais, d'où lui venait cette passion? Comment ça s'est passé pour lui quand il était petit? Est-ce qu'il est toujours été passionné de sport? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui l'a amené vers cette voie? Alors, mon arrière-grand-père, Victor Godet, était l'associé d'Henri Desgranges. Henri Desgranges étant le créateur du Tour de France, le fondateur du Tour de France et le directeur de l'auto à l'époque et donc Victor Godet s'occupait des finances et de la gestion financière de ces événements. Je sais que Jacques Godet, petit, allait par exemple très souvent au Vel-d'Hiv, on aura peut-être l'occasion d'en dire 2 mots, au Vel-d'Hiv pour, voir ce qu'on appelait à l'époque les 6 jours de Paris. C'est-à-dire que les coureurs de vélo, sur une piste, intérieure, couraient 24 heures sur 24 à vélo, par équipe, hein, chaque coureur. Mais voilà donc je crois qu'il a aimé le sport à travers son père et à travers la ce qu'il a pu voir d'Henri Desgranges qui était son père spirituel et donc je crois qu'il a
il est parti en Angleterre, pardon, vivre pendant ses études quand mes grands sa mère et son père ont divorcé parce qu'il a pas supporté ce divorce. Il est parti à Oxford et on en parle partout d'Oxford. Je m'en suis rendu compte, dans différentes émissions télé. Oxford, où il a appris à jouer au rugby, où il a appris à faire du vélo, où il a appris à jouer au tennis, où il a appris voilà. Il a eu la notion des Anglais, du sport et voilà, je crois que cet amour est venu, comme ça, se faisant. Génial. Et quelles études il a fait du coup? C'est une bonne question. Je crois je crois qu'il a fait, je crois qu'il a pas fait grand-chose en vérité. À l'époque, je crois qu'il y avait pas d'études, on était dans les années Oui, c'était pas aussi spécialisé que et qu'aujourd'hui. maintenant et i en tout cas, il a fait Oxford, ça c'est sûr. Maintenant après, il y avait pas d'école de journalisme, il y avait pas tout ça je peux pas te dire, il est HEC, il est, Ouais, là mais ou non, est-ce que tu te rappelles quel était son premier job? Comment en fait il en est venu à créer le journal? Alors tu m'as expliqué un petit peu le journal d'avant, mais c'était quoi le tout début, le début de son aventure avec la presse? c'était pendant la guerre, la 2e guerre mondiale, où il a commencé à écrire des des papiers, qu'il imprimait la nuit sur les rotatives. Ce qu'on appelle les rotatives, c'est les machines qui impriment, le papier, sur les rotatives qu'il faisait tourner la nuit, pour la Résistance et il a donc touché le papier à ce moment-là, véritablement et il a ensuite créé l'équipe. Parce qu'il fallait remplacer absolument l'auto et qu'il fallait, voilà. OK. Donc il est tombé dans la marmite de la presse quand même assez jeune et puis comme tu l'as dit à juste titre, à l'époque, tu pouvais aussi être autodidacte, en tout cas faire des études, mais tu étais moins obligé de faire des études dans tel domaine précis, et en fait, puis ce qui comptait, c'était beaucoup plus l'expérience avec les 30 glorieuses et cetera. Enfin, c'était le faire ses preuves quoi, au travail. Alors qu'aujourd'hui, enfin en tout cas, peut-être un peu moins aujourd'hui, ça la tendance est aussi à un petit peu changer là-dessus, mais ces dernières années, on était plus dans un contexte où il fallait faire telle étude, tu vois? Tel diplôme pour faire tel métier. Oui, non, là effectivement, tu faisais, un peu ce que tu voulais, du moment que tu en avais les capacités, quoi. Et du coup, finalement, il avait, une passion pour le sport et une passion pour le journalisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qui le passionnait, lui, dans le sport, dans tout ça. Est-ce que tu te rappelles de choses, qui t'auraient marqué par rapport à sa passion, en fait? Nous en dire un petit peu plus sur son côté passionné. Je voudrais juste préciser que, je suis né en 65, que Jacques Godet est né en 1905, donc ça veut dire que quand je suis né, il avait déjà 60 ans. Donc le temps que je grandisse un petit peu, aux alentours de 10 ans, j'ai commencé à connaître un peu mon grand-père. C'est comme tout le monde, on a des souvenirs d'enfance, mais les vrais Oui, souvenirs tu as pas des souvenirs de son métier à lui. Bah, oui, non, c'est comme moi avec mon grand-père voilà, finalement, je ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu as plus des souvenirs de ton enfance avec lui, des moments que tu as partagés, que finalement de lui, sa vie professionnelle, quoi. exactement. C'est-à-dire que, je me souviens de choses, bien évidemment, mais c'est vrai que j'avais un frère qui travaillait avec lui. Donc il l'a mieux connu et il est décédé mon frère est décédé il y a 2 ans, c'est pour ça que voilà et c'est vrai que lui, la passion qu'il avait, c'est quand il suivait, une étape du Tour, quand il suivait une course cycliste, il pensait déjà au papier qu'il allait écrire dans l'équipe le lendemain. Il prenait des notes tout le temps, c'est quelqu'un qui prenait des notes tout le temps, il avait son petit carnet de notes avec lui. Et c'est vrai que c'est c'est très «pauvre» entre guillemets, ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de souvenirs, Non, incroyables, non, mais c'est voilà. intéressant déjà, de que tu nous dises ça, hein, parce que c'était ça qui l'animait finalement, c'était suivre le sport.
pour ensuite restituer ça dans les journaux, enfin dans le journal puis c'est peut-être toi la vision que tu en avais étant petit. Tu le voyais un petit peu comme ça, écrire. Et par la suite, parce que donc tu as fait des recherches sur lui, enfin tu en as appris plein après. Beaucoup plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur sa passion, alors pas de tes souvenirs d'enfant, tu vois? Mais des choses justement qui t'ont marqué, de te dire: «Tiens, c'était vraiment un passionné par rapport à telle ou telle chose» ou peut-être des petites anecdotes à nous raconter? C'était, c'était un passionné de quasiment comme moi entre guillemets, mais un passionné de tous les sports. Oui, j'ai une anecdote, c'est que, on avait, une maison, d'été, à Saint-Tropez et que, il a toujours joué au tennis. Toujours, il a adoré jouer au tennis et qu'il recevait dans cette maison, d'après, ce que j'en ai su, moi j'étais trop jeune pour les voir, mais de ce que j'en ai appris, il recevait les stars de la période, mais ça va, d'Alain Delon, en passant par Belmondo, en passant par et cetera. Ah oui, des vraies stars Oui, de les vraies l'époque, stars. quoi. Ah oui, oui, les vraies stars, ça va à Cerdan, ça va, Mmh. voilà, plein de gens, des sportifs, des non sportifs et il jouait beaucoup au tennis, avec eux. Oui, puis à l'époque, c'était une époque aussi où c'était pas comme aujourd'hui. Je dis pas que les gens arrosent pas les événements aujourd'hui, mais il y avait vraiment ce côté 30 glorieuses, enfin de ce que mes grands-parents me racontent, hein, le champagne coulait à flot, donc forcément, dans des environnements de presse comme ça, de sport, tu côtoyais, enfin ils côtoyaient des personnes, OK. OK, donc un petit côté un peu, finalement, il côtoyait des personnes un peu de la jet set. Il y avait ce côté-là. Il y avait ce côté aussi où la presse devait un peu avoir du réseau. Est-ce que c'est un homme qui, du coup, était très orienté réseau? Il avait beaucoup de contacts? Comment tu le vois au niveau de sa personnalité? Ah bah, c'était un homme, d'après ce que je lis aujourd'hui, ce que je ressens, tout ça, c'était un homme qui était, pas un homme de réseau, c'était un homme public, donc plus qu'un homme de réseau et à tel point qu'il connaissait tellement de monde que, il ne se souvenait pas des noms de tout le monde et il avait trouvé un mot et il disait, au lieu de les appeler par leur prénom, il disait: «Ah mon vieux». Il adorait dire: «Mon vieux». «Mon vieux, ça va? Mon vieux, mon vieux, mon vieux». C'était un signe que, il connaissait la personne, mais c'était quelqu'un qui, avait vraiment, encore une fois, pas un réseau, mais qui connaissait tout le monde. C'était incroyable. Mmh. Heu, Oui, c'est au-delà d'un réseau. C'est vraiment au-delà du réseau, une personne publique. Et c'était quoi son petit truc, par exemple, journalistique ou sa petite patte? Est-ce qu'il avait, je sais pas, des habitudes, des choses, qui le caractérisaient un petit peu? il avait le nez pour, sentir qu'on appelle maintenant les coups, médiatiques ou les coups et par exemple, il a fait venir à l'équipe un gars que personne n'aurait fait venir, qui est Antoine Blondin, qui a écrit par exemple Un singe en hiver, qui était un homme d'une plume absolument, incroyable, mais qui surtout, buvait de 7 heures du matin jusqu'à, 6:30 du lendemain matin et recommençait à 7 heures. Bref, voilà. Donc En fait, il avait cette, capacité à finalement prendre une longueur d'avance et voilà, au lieu d'inviter ce que les personnes que les autres journaux allaient inviter, il allait peut-être s'intéresser à des profils un peu plus atypiques, quoi. Des personnes qu'on n'aurait pas vues et qui, en fait, sont très intéressantes. il voulait effectivement absolument que son journal soit un journal qui, bien évidemment, qui plaise au lecteur, mais plus que ça, qui dise qui puisse dire: «J'ai des grandes signatures dans mon journal». Voilà. Et Antoine Blondin en a fait partie. Il avait cette ambition pour son journal et quelles valeurs tu penses qu'il avait? Des peut-être que des valeurs qu'il aurait transmis à du coup, à tes parents, à toi-même, à la famille? Est-ce qu'il y a des valeurs fortes finalement que cette personne avait, que tu peux te dire: «Tiens, je retiens ça de mon grand-père»?
la plus importante et je crois la plus essentielle quand on est un homme public, parce qu'encore une fois, c'est un homme public, quoi qu'on en dise, diriger le Tour de France pendant 40 ans, ça peut créer un homme, quoi. Voilà, ça crée un homme. La première chose, c'est le respect de l'autre. Hem, je pense qu'il serait aujourd'hui totalement halluciné par le manque de respect que l'on peut avoir pour les gens, pour les personnes. Heu, C'est quelqu'un, ça veut dire, qui avait une éthique et ce côté respectueux, enfin, il aurait pas écrit des choses horribles sur quelqu'un. Enfin, voilà, il avait ce côté, effectivement, on fait les titres, de la presse, donc il y a un côté sensationnel, mais il restait dans cette valeur-là. oui, heu, il n'y aurait jamais eu dans l'équipe, bon, il est encore vivant, mais une grande influence en 98 quand l'équipe, a fait toute une politique contre, Aimé Jacquet, avant la coupe du monde. Je ne sais pas si on l'avait consulté ou pas, il est mort 2 ans après, donc c'était un vieux monsieur, hein, il est mort à 99 ans, donc c'était un vieux monsieur. Je ne sais pas s'il aurait laissé faire ça de son temps dans les années 50, par exemple. Jamais, jamais il aurait osé attaquer, heu, frontalement, quelqu'un qui avait des positions, ou qui avait des volontés. Jamais, voilà, son journal, il n'autorisait pas ça. OK, donc si on résume, c'est des valeurs d'éthique, de respect, l'ambition aussi de porter son journal très loin avec effectivement le côté innovant, la capacité à dénicher, à avoir le flair, comme tu disais tout à l'heure, hein, finalement, de sentir les personnes avec lesquelles il allait pouvoir, travailler, et les personnes qu'il voulait mettre en avant, dans ses articles, dans la presse. Hem, est-ce que tu peux me dire, parce que tu vas nous expliquer juste après, la démarche que tu as commencé avec ton livre, mais d'où ça t'est venu? Comment ça a commencé et d'où ça t'est venu d'avoir cette envie d'enquêter sur ton grand-père? C'est-à-dire que je pense que ça fait longtemps qu'effectivement ton grand-père, tu as des infos, enfin depuis tout petit et cetera, enfin tu sais qui il était, mais cette mission un peu que tu t'es donnée d'en savoir plus, de découvrir, heu, vraiment ce qu'il a fait, ça c'est venu comment? Alors, c'est pas venu. Très franc, c'est pas venu pour quelle raison? Parce que ni ma mère, ni mon frère ne m'auraient autorisé à écrire un livre sur mon grand-père. Pourquoi? Parce qu'on ne souhaitait pas se mettre en avant par rapport à Jacques Godet. C'était pas prescrit, c'était pas un truc, mais il y avait pas de voilà, ma mère l'a jamais fait, mon frère l'a jamais fait. Heu, je suis le moins bien placé d'ailleurs pour le faire. Donc donc pour tout te dire, ça m'est venu c'est pas venu comme ça. C'est-à-dire que, heu, je au le Tour 2020 a été décalé à cause de la pandémie au mois de juillet avec le covid, ju à fin août et mon ami Nelson Montfort anime, une chronique sur, l'avant-tour, juste, avant l'étape et un jour, on discute et il me dit: «Mais pourquoi tu écris pas un livre sur ton grand-père?» Et je me dis: «Mais attends, qu'est-ce que tu veux que j'écrive sur mon grand-père?» Sincèrement, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Et il m'a dit: «Mais qu'est-ce voilà, de quoi tu te souviens?» et cetera. Donc j'ai pris le papier avec juste mes idées et mes connaissances. J'ai pas pris de j'ai pas pris de bouquins, j'ai pas pris d'encyclopédie, j'ai pas pris des anciens OK. Donc c'est venu de lui, de Nelson Montfort que tu connais bien, qui est un ami. Finalement, c'est à la base, voilà, c'est lui en parlant et après tu t'es dit: «Ah tiens, pourquoi pas?» C'est tout un peu à fait. ça? C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre des idées sur le papier et je me suis dit: «Bah, est-ce que je peux en faire quelque chose?» Alors j'ai été contacter une deuxième personne
qui est, Éric Orsenna. Hem et je lui ai dit, Éric, puisque je le connais, via mon épouse, je lui ai dit: «Éric, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez si j'écrivais un livre sur mon grand-père?» Waouh, c'est une idée géniale et donc 2 avis de 2 personnes, une qui est dédiée au sport et un qui est dédié à la littérature, hem, m'ont Ouais, tu t'es dit: «Il y a quelque chose voilà, à faire», chose à quoi. faire, Tu t'es voilà, dit, chose à c'est faire, surtout que c'est pas n'importe qui, c'est des personnes qui connaissent, en tout cas l'intérêt ou pas d'écrire un livre et là, pour le coup, si elles te le disaient, ça tu t'es dit: «Bah, OK, je me sens investie de cette mission, donc je vais le faire», quoi. voilà, exactement. OK et du coup, tu t'es vite, passionnée, en tout cas, je crois savoir, en plus en ayant lu le livre, je m'en doute, hein, par le sujet, enfin ça t'a intéressée, tu as appris plein de choses. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu t'y es pris pour cette investigation, pour rassembler, toutes les infos, finalement des choses que tu ne savais pas forcément, puisque tu savais pas tout sur lui? Non, je savais pas tout sur lui, mais tout ce qui est dans le livre, je les ai soit vécus, soit entendus et ce livre, j'ai dû le saucissonner, en fait. Il a fallu que je gère le grand-père dit, le grand-père familial, que j'appelais daddy, voilà. Le grand-père, qui était fondateur de l'équipe, le grand-père qui était sur le tour, le grand-père qui a dirigé beaucoup de salles et même jusqu'à son enterrement où ça a été je me suis dit: «Séquence comme ça, parce que si tu mets tout d'un bloc, où ça va finir, où ça va commencer». Donc je me suis dit: «Fais-le par chapitre parce que ça sera plus clair». Voilà. OK, donc tu es partie de toutes les facettes de ton grand-père et puis tu as mené l'enquête, tu as interrogé des gens, j'imagine, tu as retrouvé des archives? Non, 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 j'ai, tout ce que j'écris ne vient que de ma mémoire et que de mon cœur. Rien n'a été pompé D'accord. à droite ou à gauche, sauf une chose, les dates que j'ai voulu, Oui, oui, soient les tu bonnes t'es dates, quand même documentée, tu voilà, t'es quand même qui redocumentée, bah, oui, oui, oui. soient les bonnes dates, mais sinon, quand je raconte une histoire, je l'ai vraiment vécue, voilà, ou je Ouais l'ai et puis entendue. c'est la force de ce livre, c'est qu'on voit très bien, on ressent, hein, enfin moi pour l'avoir lu, bah, le la passion familiale et puis le fait que, bah, c'était ton grand-père, donc il y a vraiment un affectif, quelque chose vis-à-vis de ton grand-père, et on voit ton regard à toi et après, par contre, c'est vrai que quand on écrit un livre, quelle que soit l'expérience qu'on a et cetera, il y a toujours une partie, je me permets de rappeler aussi aux auditeurs, documentation parce que, bah, voilà, même si on connaît son sujet et que ça vient de notre expérience, de notre famille, il y a toujours des choses à rappeler, des dates, du contexte à remettre. Donc j'imagine que tu as appris quand même des choses en te documentant aussi, quoi? Oui, oui, non mais, j'ai gardé des choses, bien évidemment, mais la façon dont je l'ai écrit, ça venait que de ma tête. C'est-à-dire que, je me disais Ça alors venait du cœur, de la voilà tête, et je me disais: «Tiens, il a lancé l'équipe en 46. OK, donc comment il a lancé?» Donc ils se sont réunis à plusieurs, tatati. J'ai fait 2 interviews dans le bouquin d'un passionné de l'équipe, d'une passionnée du tour. Bon voilà, oui, oui, tu dois te renseigner pour pas raconter n'importe quoi, mais là précisément et c'est ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est un livre qui s'adresse aux gens qui aujourd'hui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui lisent l'équipe tous les jours, soit sur internet, soit, papier ou qui regardent la chaîne de télé, l'équipe, qui ne savent pas que tous les matins dans le journal, L'équipe, il y a, président d'honneur, fondateur, Jacques Godet. Et ils ne savent pas qui est Jacques Godet parce que c'était pas la génération. Moi, j'ai maintenant 56 ans, bon, je suis né avec lui donc forcément je connais, mais il y a des gens j'ai interrogé l'autre jour, j'habite un petit village en Touraine, j'ai interrogé l'autre jour des Mmh. gens qui lisaient l'équipe, je leur ai dit: «Est-ce que vous savez qui a créé l'équipe?» Et les personnes m'ont regardé en me disant: «Attends, c'est, oui, c'est le gars qui, s'occupait du Tour de France». Ils ont pas pu me donner un nom tout de suite et Mmh, ça c'était pas précis, quoi. voilà, c'est ça que j'essaye de remettre,
de mettre OK, le c'est de couteau les remettre finalement dans voilà, les origines de l'équipe, et parler de ton grand-père par la même occasion pour, bah, qu'ils en apprennent plus quoi, qu'ils fassent exactement, connaissance avec cet homme finalement. exactement, tout à fait, tout à fait. OK, et dans ce livre aussi, tu t'es donné, pour mission de réhabiliter ton grand-père par rapport à des choses qui sont complexes et qui, vraiment, en tout cas pour toi, sont des choses, voilà, qui sont pas du tout, claires et pas du tout, pertinentes qui ont été dites sur ton grand-père. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça rapidement? Et de comment tu as fait Bien sûr, parce que pour avoir cette posture, tu vois? c'est 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 fondamental. On l'entend tous les jours. Vous tapez sur Google Jacques Godet. La troisième chose qui sort, c'est Jacques Godet collabo. Sincèrement, rien que ça me fait bondir. Jacques Godet a reçu la médaille de la Résistance du général de Gaulle, des mains du général de Gaulle, donc il n'était pas collabo. Alors pourquoi on le traite de collabo? Pour 2 choses. La première, c'est pour avoir aidé les Allemands à pouvoir écrire un journal, sortir un journal de sport tous les jours et qu'ils faisaient eux-mêmes. Et la deuxième raison, c'est que nous étions propriétaires du Veldiv au moment de la RAF du Veldiv. Mais ce qu'il faut comprendre, Ah, donc il a été en fait, on a dit qu'il a été impliqué alors qu'en fait, il était juste là dans ce contexte, quoi, mais il il n'était était pas, propriétaire. partie prenante. Je veux dire, c'est le Veldiv, les 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 policiers français sont venus, ont foutu toute l'équipe, dirigeante dehors et ont dit: «On réquisitionne, point barre». Qu'est-ce est-ce qu'il allait penser une minute qu'il allait pu se passer dans le Veldiv? Jamais il aurait pensé ça. Mais même s'il l'avait su, il aurait pu rien faire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? À part se faire tirer dessus? Bah, il se serait Oui, fait parce que lui-même était résistant en plus, donc il avait agi, exactement, finalement, il aurait essayé contre d'agir. ce qu'on dit. Après, effectivement, comme c'était une personne publique, bon, bah, voilà, c'est toujours après le truc d'attaquer, OK, donc ça, tu en parles en tout cas dans ce livre et je pense qu'effectivement, c'est important pour toi, pour l'histoire familiale, de non seulement, bah, rappeler qui était ce passionné, enfin ce grand homme, ce grand monsieur, finalement passionné de sport et qui a fait des choses exceptionnelles et surtout de réhabiliter, sa mémoire et de remettre un petit peu les choses à leur place en donnant de vrais éléments. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que les auditeurs, les auditrices pourront découvrir, dans ce livre. Donc c'est un livre qui est disponible, un petit peu partout, c'est ça? Où est-ce qu'on peut le trouver? Si tu peux nous dire un petit peu. Il est avant tout disponible en ligne, dans toutes les bonnes librairies, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut le commander partout. Vous allez, vous le commandez. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre, il y a 1 semaine, 2 semaines de délai pour le recevoir. Voilà, il s'appelle Jacques Godet, mon grand-père. Sur internet? Sur internet, on le trouve. Sur internet Chez exactement. Amazon sur Amazon, vous Ouais. l'avez en 24 heures. Sur la Fnac, c'est 2 semaines. Donc, voilà, vous trouvez Jacques Godet, mon grand-père D'ailleurs un et des titre, des livres. Jacques Godet, mon grand-père, je trouve que le titre Jacques Godet, mon grand-père est vraiment, sympa. Enfin, c'est vraiment émouvant, puis ça montre effectivement, que c'est toi qui l'as écrit avec ton cœur, avec ta tête et puis, avec, finalement, histoire familiale quoi. C'est hyper intéressant je trouve. On va maintenant finir cette conversation par un petit passion quiz. Ouais, Je vais te poser, 2-3 petites questions, mais très rapides pour, voilà, pour en savoir un peu plus sur toi cette fois-ci et pas forcément sur ton grand-père. Est-ce que tu es prêt? bien sûr. C'est le Passion Quiz. Est-ce que, Thomas, tu es plutôt thé ou café? Thé, Couche tard ou lève tôt? couche tard. Parce qu'on écrit souvent la nuit ou alors, si tu veux, c'est couche tôt, le matin, mais on écrit la nuit. C'est très drôle, j'ai découvert ça. Écrire, j'y croyais pas au départ et puis, quand tu es dans ton bureau toute la journée et que tu essayes de remettre les idées en place, excuse-moi d'être un peu vulgaire, tu as vachement de mal. Tu as vachement de mal à te dire, à taper et à dire
Mais par contre, le soir, même si tu es avec Ouais, il y a quelque chose qui se produit. Le fait aussi d'écrire quand les gens font autre chose, enfin, tu vois, il y a ce côté aussi c'est un incroyable peu comme la magie. nuit, les choses venaient facilement. Donc je suis un couche-tard, mais qui se couche tôt aussi ou qui se lève tôt parce que je me couchais il était voilà. OK, je vois. On parle écriture, si on parle livre, est-ce que tu peux me donner un livre qui t'a marqué ou un livre que tu aimerais partager ici? Alors je ne veux pas faire dans la jeunesse, je veux pas faire dans la jeunesse, heu, c'est Pagnol, hem et heu c'est, Le château de ma mère et cette collection-là. Je dois t'avouer, je ne suis pas un grand lecteur de livres. Mais c'est un livre qui t'a en tout cas marqué et Ce sont des livres que qui tu m'ont marqué, recommandes? oui, tout à fait, ouais. OK, très bien. Toi, tu es une personne assez passionnée également par ce que tu fais, en tout cas là, en ce moment, par, tes projets d'écriture, mais aussi par ton métier d'avant, enfin tout ce que tu peux faire. Quels conseils tu donnerais aux personnes qui voudraient, se lancer dans un métier passion, dans un projet passion? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que ton grand-père t'aurait partagées ou même toi-même que tu penses qui serait important pour quelqu'un qui veut vraiment suivre sa voie, se lancer? J'ai monté ma première société, j'avais, une quarantaine d'années. Je pense que, pour demain, pour celui on c'est très difficile ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on est dans une période où rien ne s'y prête. Parce que la pandémie, parce que machin et cetera et c'est très difficile. Mais si quelqu'un a une idée, moi je connais des gens, même moi j'ai monté une agence donc je n'ai fait que suivre ma trajectoire. Mais je connais un mec qui était directeur marketing d'un très, très grand laboratoire, directeur marketing, il avait, 600-700 personnes sous ses ordres et il est devenu pâtissier Mmh. du jour au lendemain. Ah, reconversion. Reconversion. Mais incroyable, c'est-à-dire incroyable. Donc ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont passionnés par quelque chose, c'est d'y aller. Moi, je me suis passionné de la lecture, de l'écriture et de la lecture forcément. Mais je me suis passionné. D'un coup, j'ai eu ce coup avec Nelson, avec, Eric, j'ai eu ce coup et puis maintenant, sincèrement, que le livre est sorti, tout est fini, je suis en train de faire la promo et merci encore une fois, je te remercie de de m'interviewer, c'est très, très, très gentil de ta part. Mais Avec grand plaisir. voilà, j ça me manque, taper sur l'ordi me manque, mes nuits à bosser me manquent Mmh. et je Ouais, suis en content. fait, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es lancé, tu l'as fait et aujourd'hui, voilà, tu es à fond dedans et donc ça veut dire que finalement, à tout moment de sa vie, on peut avoir à un moment donné un déclic, une envie. Il faut se lancer et après ça peut devenir notre métier passion, notre projet passion, quoi. Oui, sachant qu'il faut bien parce que, il faut bien mesurer les risques parce que quitter un job, je prends les gens, par exemple, les gens qui créent une entreprise. Quitter un job de salarié où tous les mois, le salaire tombe, machin et cetera, passer à un statut d'entrepreneur, c'est quand même une part de risque et que il Effectivement et ça s'anticipe aussi. Effectivement, c'est pas pareil que quand tu es indépendant, tu vas te lancer dans un projet, bon, bah, tu as moins à quitter. Ça, c'est quelque chose que j'invite toujours sur le podcast ou aussi dans mes accompagnements puisque tu sais, je coach des oui, gens, pour les aider à se lancer dans leurs nouveaux projets. Mais je suis un petit peu moins d'accord avec, tu sais, toutes ces personnes suite au covid qui ont dit: «Allez, je plaque tout, je plaque». Alors si c'était un projet qui était déjà mûri avec des économies, avec, un projet derrière, une envie, déjà depuis longtemps, OK. Mais si c'est comme ça du jour au lendemain, il faut quand même se poser la question de, comment faire pour rebondir? Parce qu'un projet, ça peut prendre quelques mois, quelques années et cetera. Donc, effectivement, tu le dis à très juste titre. Bah, écoute, Thomas, je te remercie beaucoup pour, tout ce que tu nous as partagé et puis je vais bien sûr, remettre le lien pour les auditrices, auditeurs qui seraient intéressés par,
par ton livre, peut-être des passionnés du sport ou tout simplement des gens curieux d'en savoir plus un petit peu sur ton grand-père et sur, surtout toi, ce que tu as pu restituer sur, lui et son histoire. Et s'il y a des gens qui veulent en savoir plus ou, avoir des renseignements, qu'ils n'hésitent pas, sur les réseaux sociaux, via toi, via mes réseaux sociaux, Mmh. puisque je suis un peu partout au nom de Thomas Brochu-Godet. Oui, Voilà, donc on je peut vais te me contacter, mentionner du coup. on peut me contacter. Je ne rejette personne, au contraire, je serais ravi d'encourager les jeunes et d'aider les jeunes. D'ailleurs, j'interviens dans différentes écoles de sport. Voilà, je serais Mmh. ravi d'aider, qui que ce soit, même dans voilà, dans autre chose que le sport. Génial et bah, c'est super. Bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup, Célia. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien, je pense que oui. Alors, le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.